Quand on dit BMW, la première image qui vient à l'esprit, c'est généralement une M3 qui hurle sur l'autoroute, ou une série 7 qui glisse en silence dans une rue pavée de Munich. Certainement pas un 9 de 13 chevaux avec une seule porte qui s'ouvre par l'avant. Et pourtant, ce ridicule petit engin à bulles a sauvé BMW de la faillite totale et a littéralement inventé la mobilité urbaine moderne. Abonnez-vous et laissez un like si ce genre de récit vous passionne. Ça aide vraiment à faire vivre ces histoires, parce que celles-ci méritent d'être racontées. Nous sommes en 1955, et BMW est, pour le dire franchement, morte. Pas en difficulté, pas en train de traverser une mauvaise passe, morte. L'entreprise assemblait à peine 300 voitures par mois. Le Roadster 507 était magnifique, certes, mais BMW perdait de l'argent sur chaque exemplaire vendu. Les grandes berlines ne trouvaient plus preneur. Mercedes dévorait leur part de marché au petit déjeuner, au déjeuner et probablement aussi au dîner. Le conseil d'administration débattait sérieusement d'accepter une offre de rachat de Daimler-Benz. Oui, BMW était sur le point de devenir une filiale de Mercedes. Mais pour comprendre pourquoi BMW en était arrivé là, il faut comprendre l'Allemagne d'après-guerre. Le pays se reconstruisait, les gens avaient besoin de se déplacer, mais n'avaient pas les moyens d'acheter une vraie voiture. Les motos se vendaient comme des petits pains, mais tenter d'emmener sa famille à l'église en janvier à Munich sous la neige sur une moto, c'était une autre histoire. Il existait un vide béant entre la moto et l'automobile, un vide que personne n'avait encore trouvé comment combler. C'est là qu'entre en scène Renzo Rivolta, fabricant italien de réfrigérateurs, oui, vous avez bien lu, réfrigérateur. Il avait une idée aussi bizarre que géniale. Construire quelque chose qui soit fondamentalement une moto avec un toit. Pas tout à fait une voiture, pas tout à fait une moto. Quelque chose qui ne coûte presque rien à faire rouler, qui se gare partout et qui vous garde au sec. Il appela sa création l'Isetta, petit diminutif de ISO, du nom de son entreprise ISO SPA. Et quand les dirigeants de BMW aperçurent l'engin au salon de Genève de 1954, la réaction dut ressembler à quelque chose comme « C'est la chose la plus absurde que j'ai jamais vue. On peut en fabriquer combien ? Parce que quand on se noie, même une bouée ridicule commence à avoir belle allure. » L'accord conclu fut fascinant dans sa conception. BMW n'acheta pas simplement une licence de fabrication. L'entreprise acquit l'intégralité des outillages de carrosserie italiens et les fit expédier à Munich. Mais c'est là que les ingénieurs bavarois entrèrent en jeu, ils gardèrent la carrosserie et redessinèrent absolument tout le reste. La version italienne embarquait un moteur 2 temps qui sonnait comme une tronçonneuse enragée. BMW dit non. On met un vrai 4 temps là-dedans. Ils empruntèrent le moteur 247 cm3 de leur Moto R 25/3, la laser jusqu'à 298 cm3 et en tirèrent 13 chevaux. 13, mon mixeur en développe probablement davantage. Mais voilà le détail crucial. L'Isetta ne pesait que 350 kg. Le rapport poids-puissance n'était pas si catastrophique. Enfin, il était catastrophique, mais pas autant qu'il aurait dû l'être. Et maintenant, parlons de cette porte absolument démente. L'intégralité de la face avant du véhicule s'ouvre. Le volant et le tableau de bord sont fixés à la porte. Quand on l'ouvre, la colonne de direction se télescope vers l'avant sur une articulation. C'est complètement dingue. Imaginez expliquer ça à quelqu'un qui n'a jamais vu l'engin. Par où on monte ? Par l'avant ? La portière avant ? Non, l'avant, tout l'avant et la portière. Les solutions d'ingénierie de cette voiture étaient pourtant d'une intelligence réelle. Pas de marche arrière, aucun problème. Le rayon de braquage était si court qu'on pouvait faire demi-tour dans un couloir. Pas de place pour un différentiel classique. On utilisa un essieu rigide avec transmission par chaîne, comme un kart, pour économiser du poids. Les panneaux de carrosserie étaient en acier, emboutis si fins qu'on pouvait presque les plier à la main. Mais la caractéristique la plus ingénieuse restait peut-être le toit ouvrant. Non pas parce qu'il était luxueux, il ne l'était pas, mais parce qu'il servait aussi de sortie de secours.
La réglementation allemande exigeait que tout véhicule dispose de 2 issues, la solution de BMW. En cas de collision frontale bloquant la porte avant, on sort par le toit comme un commandant de sous-marin, brillant dans son genre. L'Isetta entra en production en avril 1955. BMW n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. L'entreprise espérait vendre quelques milliers d'exemplaires par an pour maintenir les lumières allumées le temps de trouver une nouvelle direction. Ce qui arriva fut d'une toute autre ampleur. Les gens se ruèrent dessus. Dès 1956, BMW produisait plus d'Isetta que de tous ses autres modèles réunis. Une entreprise qui fabriquait des berlines à 6 cylindres en ligne se retrouvait soudainement à sortir des voitures à bulles plus vite qu'elle ne pouvait les peindre. L'Isetta était parfaite pour son époque. L'essence était chère. Se garer était un cauchemar. Et la plupart des gens avaient simplement besoin d'aller d'un point A à un point B sans mourir de froid. L'Isetta accomplissait tout ça en consommant environ 3,9 litres au 100 km. En 1956, avec une technologie qui n'était fondamentalement qu'un moteur de moto et une prière. La concurrence essaya de suivre. Heinkel fabriqua sa cabine. Messerschmitt, oui, le constructeur d'avions de chasse, construisit le KR-175, mais aucun ne put approcher les chiffres de vente de l'Isetta. BMW avait trébuché sur une mine d'or en forme d'œuf. Le millésime 1959 donna naissance à l'Isetta 300 et c'est là que notre histoire prend toute sa dimension. BMW avait amélioré l'Isetta de façon incrémentale depuis le lancement. Le modèle 300 devait être la version définitive. 4 ans de production avaient permis de corriger la plupart des problèmes initiaux et d'ajouter quelques conforts. Entendez par là un chauffage qui fonctionnait parfois, et des vitres qui ne laissaient pas entrer l'eau tout à fait autant qu'avant. Le moteur était essentiellement la même conception, mais affiné au point d'être réellement fiable. 13 chevaux ne font pas rêver jusqu'à ce qu'on réalise que ça permettait de maintenir 80 km/h sur terrain plat. En descente, avec le vent dans le dos, on pouvait peut-être atteindre 90. En montée, disons qu'on avait tout le loisir d'admirer le paysage. La suspension était un autre prodige de l'ingénierie minimaliste. Suspension avant indépendante, bras oscillant unilatéral à l'arrière. Elle encaissait comme un chariot de supermarché sur tout revêtement plus rugueux qu'une autoroute fraîchement goudronnée. Mais en ville, pure magie. L'empattement court et les minuscules roues lui permettaient de se faufiler dans la circulation comme rien d'autre sur la route. J'ai conduit un de ces engins. Et laissez-moi vous dire, c'est une expérience. D'abord, y monter exige une souplesse généralement réservée aux professeurs de yoga. On ouvre cette énorme porte avant en essayant de ne pas percuter la voiture garée à 8 cm devant, puis on se laisse tomber en arrière dans le siège pendant que le volant passe au-dessus de la tête. Une fois installé, démarrer est simple. On tourne la clé et on prie. Le bruit est incroyable. Pas incroyable dans le bon sens, juste incroyable. Ça ressemble à quelqu'un qui aurait mis un moteur de moto dans une boîte de conserve, puis glissé cette boîte dans une autre boîte de conserve. Tout vibre comme un lave-linge avec une charge déséquilibrée. Puis on passe la vitesse, on lâche l'embrayage. Et quelque chose de magique se produit. On avance, lentement, certes, mais on avance. Conduire une Isetta dans la circulation moderne est franchement terrifiant. On est assis à 45 cm derrière cette immense porte en verre, sans rien entre soi et l'obstacle suivant. Les freins sont davantage une suggestion qu'un vrai système d'arrêt. Et tout le monde veut vous doubler, les mamans en monospace, les ados dans leur vieille Civics, même le type à vélo. Tout le monde trouve ça hilarant, mais en 1959, c'était la liberté. Pour des milliers d'Allemands qui ne pouvaient pas s'offrir une vraie voiture, l'Isetta était leur passeport vers la mobilité. Les jeunes couples l'achetaient comme première voiture. Les familles l'utilisaient pour faire les courses. Les petits artisans en faisaient des véhicules de livraison. Il existe même des témoignages documentés de gens l'emmenant en camping, bien que la façon d'y faire rentrer du matériel de camping reste un mystère total. BMW déclina des versions spéciales.
Il y eut une variante pick-up baptisée le Seasons, bien que pick-up soit un grand mot, c'était plutôt comme si on avait coupé l'arrière d'une Isetta et soudé un minuscule plateau. Il y eut aussi une version 4 places, une Isetta allongée avec des portes arrière qui avait l'air encore plus absurde que le modèle standard, ce qui tient du prodige. La police de plusieurs villes allemandes en acheta pour la surveillance du stationnement. Imaginez recevoir un PV d'un agent qui vient de sortir d'une voiture à bulles. Le marché américain fut une autre aventure. BMW tenta de vendre des Isetta aux États-Unis et ça se passa exactement comme on pouvait le craindre. Les Américains regardèrent l'engin et éclatèrent de rire. Puis ils essayèrent de s'insérer sur une voie rapide et manquèrent d'air de mourir. Il faut dire que 13 chevaux sont une proposition délicate quand la circulation roule à 110 km/h dans des mastodontes à moteur V8. Il existe une anecdote fameuse sur un propriétaire d'Isetta à Los Angeles qui fut percuté par l'arrière sur l'autoroute. Le choc coinça la porte avant, il dut sortir par le toit pendant que la circulation défilait à côté de lui. Le journal local titra « Un homme échappe à la voiture piège à bulles », ce qui n'aida probablement pas les ventes. En Grande-Bretagne, en revanche, les Britanniques avaient leur propre loi de conduite particulière. Un 3 roues pouvait être conduit avec un simple permis moto. BMW fabriqua donc une version spéciale pour le marché britannique en rapprochant les roues arrière jusqu'à n'avoir que 23 cm entre elles. Techniquement, un 3 roues. Le comportement routier était encore plus terrifiant que sur le modèle standard, ce qui constitue en soi une performance remarquable. Les techniques de production de l'Isetta étaient étonnamment avancées pour l'époque. BMW utilisait une chaîne de montage moderne, même si la voiture elle-même était aussi basique que possible. Les ouvriers pouvaient assembler une Isetta complète en quelques heures. Les panneaux de carrosserie étaient emboutis dans des presses massives. La transmission était préassemblée en bloc, et tout se boulonnait ensemble. Le contrôle qualité avait ses particularités. Chaque Isetta était essayée sur route avant livraison. Imaginez le pilote d'essai qui passait 8 heures par jour à tourner dans des voitures à bulles sur une piste d'homologation. Les propriétaires développèrent une vraie communauté autour de ces voitures. Des clubs Isetta se formèrent dans toute l'Allemagne, organisant rallyes et balades. Il y a quelque chose de touchant dans l'image d'un convoi de voitures à bulles cahotant dans la campagne à 65 km/h, bloquant la circulation et s'en fichant royalement. L'aftermarket se montra créatif. Porte-bagages sur le haillon, chauffages auxiliaires, parce que celui d'origine était fondamentalement inutile. Quelqu'un fabriqua même une remorque spécifiquement conçue pour l'Isetta. Bien que tracter quoi que ce soit avec 13 chevaux relève de l'optimisme débridé. La course d'Isetta était une réalité, je ne plaisante pas. Des gens les faisaient courir. Il existait une catégorie Isetta dans certaines séries de courses allemandes. Regarder une grille d'Isettas passer un virage à plein gaz, soit environ 86 km/h, devait être simultanément le spectacle le plus ennuyeux et le plus divertissant jamais conçu. L'usine construisit même quelques versions compétition avec des moteurs préparés développant 16 chevaux, 3 chevaux supplémentaires. Une augmentation de puissance de 23%. Ces Isetta de course avaient des habitacles dépouillés, des vitres en plexiglas et des numéros de course peints sur leurs adorables carrosseries ovales. Sur le plan économique, l'Isetta était fascinante. BMW les vendait environ 2550 Deutschmark, soit environ un tiers du prix d'une Volkswagen coccinelle. Mais voilà l'élément décisif. Ils gagnaient réellement de l'argent sur chacune, de l'argent sérieux. Les marges bénéficiaires de l'Isetta étaient meilleures que celles de n'importe quel autre modèle BMW de l'époque, ce qui créa une situation grotesque. Le conseil d'administration était simultanément reconnaissant à l'Isetta de sauver l'entreprise et mortifié d'en être réduit à ça. Imaginez être constructeur de voitures de luxe et réaliser que votre produit le plus rentable est une voiture à bulles. C'est comme si Rolls-Royce faisait l'essentiel de ses bénéfices avec des voiturettes de golf. L'évolution technique tout au long de la production fut subtile mais significative. Le modèle 1959 comportait des dizaines d'améliorations discrètes par rapport à l'original de 1955. Meilleur joint de porte, charnière plus robuste,
chauffage amélioré, électricité plus fiable. Rien de révolutionnaire, juste un raffinement constant. BMW apprenait à produire des véhicules en masse efficacement. Des leçons qui allaient servir pendant les décennies suivantes. L'impact culturel dépassait largement la simple question du transport. L'Isetta changea la façon dont les gens pensaient à l'automobile. Elle prouva que tout le monde n'avait pas besoin d'une grande berline ou d'une sportive puissante. Parfois, 13 chevaux et une seule porte suffisaient. Cette philosophie allait ensuite inspirer tout le monde, de la Mini à la Smart. Les considérations environnementales n'existaient pas en 1959, mais avec le recul, l'Isetta était incroyablement écologique pour son époque. 3,9 litres au 100, utilisation minimale de matériaux, empreinte de fabrication minuscule. La dynamique sociale autour de la propriété d'une Isetta était unique. Ce n'était pas un symbole de statut comme une Mercedes, ni même une Volkswagen. Conduire une Isetta signifiait « je suis pratique », pas « je suis arrivé ». Mais il y avait une vraie fierté dans cette praticité. Les propriétaires d'Isetta formaient un club, même si ce club était fondamentalement composé de gens qui ne pouvaient pas s'offrir une vraie voiture. Les variations internationales de l'Isetta étaient savoureuses. Au Brésil, elles furent construites sous licence sous le nom de Romy Isetta. En Espagne, comme Isetta Espagnola. Chaque pays y apporta sa touche sans jamais trop s'éloigner de la formule originale. Il s'avère qu'on ne peut pas vraiment améliorer la perfection ou son contraire exact. Le réseau de distribution fut crucial au succès de l'Isetta. BMW s'assura que chaque concessionnaire disposait d'au moins un technicien formé, ce qui importait parce que ces engins demandaient une attention constante. Le moteur nécessitait des réglages de soupape tous les quelques milliers de kilomètres. La chaîne devait être lubrifiée régulièrement. Les charnières de Patrosmede de la porte avant demandaient des ajustements périodiques, sans quoi la porte ne se fermait plus correctement, ce qui posait évidemment un problème de base. Les concessionnaires intelligents comprirent rapidement que chaque client Isetta était un futur acheteur BMW dès qu'il pourrait s'offrir mieux. C'est exactement ce qui se produisit. L'Isetta fut remplacée par la BMW 700, une vraie voiture avec un vrai moteur et de vraies portes au pluriel. L'argent gagné grâce aux ventes d'Isetta avait servi à développer ce successeur. La page de la voiture à bulles se tournait. En 1959, BMW vendit plus de 13 000 Isetta sur la seule année, plus d'1 millier de voitures à bulles sortant chaque mois de l'usine de Munich. La production totale s'arrêta en 1962, après 160 et 1728 exemplaires, construits toutes variantes confondues. Plus de voitures à bulles que n'importe qui n'avait jamais eu le droit d'espérer. L'influence de l'Isetta sur la philosophie d'ingénierie de BMW fut profonde. Elle leur enseigna l'efficacité, la discipline de répondre aux besoins réels du marché plutôt que de construire ce qu'on a envie de construire et l'importance de la production en volume. Sans l'Isetta, pas de BMW 2002. Sans la 2002, certainement pas de M3. Aujourd'hui, les Isetta survivantes sont des pièces de collection précieuses. Les exemplaires en bon état se vendent plus cher en valeur réelle qu'elles ne coûtaient neuves. Il y a quelque chose d'exquisément ironique dans le fait qu'une voiture conçue pour être le transport le moins cher possible soit devenue un objet de collection désirable. Des Isetta restaurés s'affichent dans des concours d'élégance prestigieux, garés à côté de Ferrari et de Lamborghini, et attirent souvent les plus grandes foules. Toutes les pièces sont encore disponibles, en vieux stock d'origine ou en reproduction. On peut construire une Isetta entière sur catalogue si on est suffisamment patient. Il existe des spécialistes qui ne font que restaurer des voitures à bulles, ce qui semble être un choix de carrière singulièrement pointu, mais quelqu'un doit bien s'en charger. BMW contemporain reconnaît parfois cet héritage. L'Isetta a influencé le design de la BMW i3 électrique, notamment ses portes arrière à ouverture inversée. Des concepts faisant référence à la porte avant de l'Isetta ont été présentés au fil des années. Toujours soigneusement modernisés pour paraître bien BMW, évidemment. Les réglementations de sécurité modernes ne permettraient jamais de construire une Isetta aujourd'hui. La porte avant seule donnerait des cauchemars aux régulateurs.
L'absence totale de zones déformables, d'airbag ou de toute structure de sécurité signifie que l'Isetta appartient définitivement à son époque. Et c'est peut-être bien ainsi. Elle a accompli sa mission, sauvé son entreprise et mérité sa place dans l'histoire. L'héritage de l'Isetta 300 de 1959 dépasse largement le sauvetage de BMW de la faillite. Elle prouva qu'il existait un marché pour des solutions de mobilité radicalement différentes. Elle démontra que les contraintes d'ingénierie peuvent mener à des solutions créatives. Et elle établit que la meilleure voiture n'est pas toujours la plus rapide ou la plus luxueuse. Parfois c'est celle qui fait exactement ce dont on a besoin, et rien de plus. Que se serait-il passé si BMW n'avait pas construit l'Isetta ? L'entreprise aurait probablement sombré. Mercedes l'aurait absorbé, et toute la trajectoire de l'histoire automobile allemande en aurait été altérée. Pas de BMWM, pas d'Ultimate Driving Machine, pas de clichés sur les conducteurs de BMW. Cette petite voiture à bulles a littéralement changé le cours de l'histoire automobile. Et elle l'a fait avec 13 chevaux et une porte qui s'ouvre à l'envers. Il y a une leçon là-dedans, sur l'humilité, sur la volonté de faire ce qu'il faut pour survivre, sur la capacité à ne pas être trop fier pour construire quelque chose qui va totalement à l'encontre de son image de marque si c'est ce que le marché exige. BMW a appris cette leçon en 1955 et ne l'a jamais oubliée. Chaque X6, chaque série 2 porte un peu d'ADN de l'Isetta quelque part dans ses gènes. Alors voilà, si cette plongée dans l'histoire la plus improbable de l'industrie automobile vous a tenu en haleine, abonnez-vous, laissez un like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui ne sait pas encore que BMW doit son existence à un fabricant de réfrigérateurs italien. Chaque semaine, on revient sur ces récits qui ont changé le monde, sans qu'on s'en aperçoive vraiment. Et la prochaine histoire est au moins aussi renversante. On se retrouve très vite.